Bon, regardez New York Info. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Après le logo, la Confédération des États du Sahel, AES, dispose désormais d'un drapeau qui a été officiellement dévoilé ce samedi 22 février 2025 à Bamako en marge d'une réunion de haut niveau des ministres en charge de la défense, de la diplomatie et du développement. Cette première rencontre du genre depuis la création de la Confédération en juillet 2024 à Niamey était également consacrée aux négociations avec la CEDEAO après le retrait des 3 pays de l'AES. Je reçois pour en parler Lucas Baki. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste, écrivain, analyste politique, mais également président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. Merci de vous joindre à nous pour discuter donc de cet événement marquant dans la région du Sahel et dans le contexte de l'AES actuel, surtout depuis le retrait de la CEDEAO. Dites-nous pourquoi le lancement du drapeau est un événement si significatif. Que symbolise-t-il ce drapeau pour l'AES? Il est significatif parce qu'on est en face d'une nouvelle entité qui est en train de prendre de l'ampleur, qui pose des pas l'un après l'autre et qui est en train de montrer une forme de cohérence et qui initie une dynamique assez exemplaire pour l'Afrique. Voilà pourquoi chaque pas que les pays de l'AES posent nous intéresse dans les contrées et les confins de l'Afrique, parce que nous réalisons que pour une fois, en tout cas en ce 21e siècle, nous sommes en face des leaders modèles, de gens qu'on attendait depuis. Parce que depuis toujours, vous savez, on a déjà plus de 60 et quelques années d'indépendance, mais nos dirigeants se sont montrés comme étant de simples suiveurs, plutôt que d'être des acteurs déterminants, pouvant donner ou bien créer la perspective d'un nouveau départ pour l'Afrique. Et donc, on a comme le sentiment que depuis toutes ces années-là, nous sommes dans une forme de suivisme qui explique que nos pays végètent toujours dans une précarité, dans une dépendance. Nous sommes devenus des vassaux et on ne vit pas par nous-mêmes. Donc, l'initiative qui a été prise par les pays de l'AES depuis les années 2020 et qui est en train donc de prendre de l'ampleur à travers les formes d'organisation, la nouvelle dynamique, le fait de couper le cordon ombilical avec le colonisateur d'hier et de rompre avec les ingérences extérieures du colon, qui n'a fait que, justement, qui en a fait un principe, un credo de vie et d'intervention dans nos pays, en vue de justifier sa présence dans nos pays. Et le pillage qui s'ensuit montre évidemment que ces dirigeants-là sont en train de faire des pas décisifs vers la libération de notre continent. Voilà pourquoi chaque action qu'ils mènent nous intéresse, et donc ces genres de symboles montrent que le projet de consolidation de la Confédération des pays de l'AES est un projet sérieux qui est en train de suivre un cours normal que nous devons justement... Vous y voyez une détermination sans faille de ces 3 États vers un avenir meilleur pour leur pays? Cette détermination est une évidence. Elle est tributaire justement de la vision qui anime précisément les 3 pays, en tout cas de l'AES. Parce que voyez-vous, quand vous voulez être dirigeant avec des résultats à l'appui, vous devez d'abord, dans un premier temps, vous établir une certaine vision. C'est-à-dire que vous devez être nourri par une certaine aspiration profonde. De prendre vos pays d'un point A à un point B en faisant un parcours. Au-delà donc de la vision, vous devez justement vous armer de la détermination, de la volonté et surtout de l'engagement, de sorte que vous puissiez en faire des armes de combat quotidien, de sorte que votre résultat puisse être évalué en cours de parcours, voyez-vous. Et à chaque fois, on constate que les 3 chefs d'État ont rompu avec les habitudes d'hier, qui faisait qu'on a des dirigeants plutôt corrompus, avec un modèle de société dans lequel l'Africain ne se retrouve plus, parce que vous savez, nos communautés d'hier étaient quand même des communautés qui ont bâti les principes du vivre ensemble en calquant tous ces principes-là aux règles de la nature, voyez-vous. Le principe de la solidarité, de la complémentarité, de l'effort, de l'engagement, de l'action. Tout cela a été démoli et on est en face d'une société de spectacle aujourd'hui
qui fait que quand on se retrouve en face de ce que les pays de l'AES sont en train de faire, on se dit voilà ce qu'il faut faire pour l'être humain, pour sauver et épanouir. Nouvelle ère, nouveau départ. Africains. Quelles sont les principales valeurs que ce drapeau représente pour les pays membres? Et voilà, c'est clair. Selon la traduction, en tout cas l'explication qui a été donnée, vous savez que c'est un fond. La dominance, c'est la couleur verte qui donc exprime une certaine, un espoir de la croissance, de la prospérité, du renouveau surtout. Parce que pourquoi parle-t-on du renouveau? C'est parce que précisément pendant toutes ces années-là, l'Africain ne s'est jamais appartenu. Donc, si on vise aujourd'hui la refondation de ces nations-là, ça veut dire qu'il y a une nouvelle philosophie. Ça veut dire qu'il y a un nouveau principe, un nouveau cap qu'on est en train d'enclencher, et c'est tout cela qui est donc le symbole qu'incarne précisément ce nouveau drapeau. Et il va de soi parce que c'est une question de bon sens. Pour des États qui ont bataillé autant face à celui qui a conduit la négritude, enfin la traite négrière, ensuite la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme. Donc œuvrer pour couper tout cela, pour ainsi inspirer une nouvelle dynamique, je crois que c'est des actes héroïques qui peuvent déclencher justement l'espoir d'un renouveau qui puisse enclencher une nouvelle dynamique pour les pays d'Afrique. Oui. Et comment est-ce que ce drapeau peut-il être utilisé pour promouvoir la coopération entre les États du Sahel? Non, c'est très simple. Vous savez, le drapeau, c'est un symbole. Chaque fois qu'on le hisse, tout dépend donc du discours qu'on sert au peuple de l'AES qui doivent comprendre qu'ils ont l'obligation d'unité, de solidarité, de complémentarité et d'un travail assidu. Donc, à partir du moment où le drapeau là est forgé et chaque fois qu'on va le faire flotter à tous les niveaux, dans les institutions, dans les ministères, etc., il faudrait bien que les relais idoines soient actifs et qu'ils passent le message nécessaire de cet espoir, de cette nouvelle dynamique. Donc, voyez-vous, aussi bien le drapeau que l'hymne, que tout cela, ce sont des symboles à travers lesquels le dirigeant, s'active pour mobiliser les consciences autour des valeurs que lui, il veut prôner, autour du type de société qu'il veut construire. Voyez. Donc, je pense qu'à partir de l'instant, ce drapeau est existant, le message peut passer dans les médias, un peu partout, pour que les pays de l'AES, tout comme ceux-là, qui sont des observateurs avisés donc de la nouvelle politique qui est animée dans les pays de l'AES, comprennent qu'il faut continuer l'action et que bon, on est dans une démarche, disons, irréversible. Voilà. Et la couleur verte du drapeau symbolise l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau, vous le disiez tantôt. Elle représente aussi les immenses ressources naturelles de l'espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée selon les termes du communiqué de la réunion de Bamako. Mais quelles sont les politiques nouvelles justement en matière de gestion de ces ressources naturelles pour garantir un développement plus inclusif, mais aussi l'épanouissement des populations? J'avais déjà parlé au départ de comment nos sociétés se sont caractérisées depuis la fameuse décolonisation. Il s'est trouvé que le colonisateur a fait en sorte à mettre des nœuds, à faire en sorte qu'il intervient toujours dans le choix de nos dirigeants, de sorte que ces derniers se sentent plutôt redevables vis-à-vis de ces derniers-là. Et donc, tout cela était lié au fait que le colonisateur ne se sent pas à lui-même s'il n'intervient pas dans nos pays pour puiser nos richesses, influencer les choix politiques, etc., etc. Donc, aujourd'hui, les nouveaux dirigeants de l'AES, vous avez vu le contexte houleux de brûlure politique dans lequel les trois chefs d'État sont arrivés. Et donc, ils ont décidé, à partir de ce qu'ils ont vécu sur le terrain, je rappelle que c'est des officiers de terrain qui ont donc vécu toute l'injustice, tous les brimades et tout ce qu'il y a d'étouffant pour l'âme humaine. Après avoir vécu cela, ils ont compris qu'il faut prendre leurs responsabilités. Voilà pourquoi, une fois dans le fauteuil présidentiel, ils ont décidé d'initier une nouvelle dynamique. D'abord en coupant tous les cordons, tous les nœuds qui empêchent nos pays de s'affirmer par eux. Et ensuite de mettre en place un nouveau leadership qui permet à chaque citoyen de comprendre que chaque acte qu'il pose contribue à construire la société. Donc, ça veut dire que toutes les faiblesses que traînaient les sociétés d'hier, notamment la corruption et tout ce qui est lié au sabotage donc de la dynamique unitaire
sont défaits aujourd'hui dans ces pays-là. Donc la lutte contre la corruption et le détournement est une lutte farouche qui s'observe aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso et au Niger. Et ensuite, l'appropriation des ressources. Vous savez que ce sont des firmes étrangères qui ont toujours exploité nos ressources. Et la qui mauvaise gestion de ces ressources a toujours entaché les pouvoirs précédents. Voilà, oui, bien sûr. Et ça fait que nos États, en tout cas nos dirigeants là, n'avaient aucune marge de manœuvre, n'avaient aucune capacité de décider du sort de leur peuple et de leur pays, si ce ne sont que des dictats qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, aussi bien Assimi Goïta que Ibrahim Traoré ou Abdelrahman Tiani ont la capacité de décider de la conduite à tenir, du gouvernail et de la direction à donner au gouvernail État. De sorte que désormais, ils ont la possibilité de nationaliser les ressources et de faire en sorte que la richesse nationale puisse profiter à tous les citoyens. Et cela passera par la clé de base. La discussion de repartir sur les accords, rediscuter donc les accords existants. Oui, mais ça a été fait depuis. Je crois que la première clé a été la dénonciation des accords coloniaux, qui sont une forme d'engrenage qui engluent précisément nos États dans une dépendance et dans une servitude indéterminée. Voyez-vous? Donc, à partir du moment où ces accords ont été donc défaits par la dénonciation, les États de l'AES ont compris qu'il faut assumer leur sort, qu'il faut assumer leur identité et donc faire des choix qui tiennent compte des réalités endogènes et existentielles de leur société. Donc à partir de ce moment, vous voyez très bien l'espace sociopolitique, l'écosystème sociopolitique qu'ils ont fini par mettre en place, et ils sont en train de poser des pas sur le plan du développement, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la réorganisation de la société elle-même et de l'exaltation des valeurs identitaires propres aux citoyens africains et qui permettent précisément à tous les citoyens de sentir qu'ils appartiennent à quelque chose de commun et qu'ils participent à créer une richesse commune qui va profiter à l'ensemble de la société. C'est l'idéal qu'il faut donc poursuivre, et je pense qu'au regard du rythme qu'ils ont pris, au regard de la cohérence qu'ils montrent, au regard de l'engagement qu'on observe dans leur posture, il est clair que dans les années à venir, les pays de l'AES, en tout cas l'espèce AES, sera un modèle inspirant pour l'ensemble des pays du continent. Et dans sa déclaration de samedi, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a rappelé la volonté et l'ouverture des dirigeants de l'AES pour l'intégration régionale demeure une priorité en dépit de leur retrait de la CEDEAO. Mais comment l'organisation s'implique-t-elle aujourd'hui dans la gestion des tensions diplomatiques entre le Niger, un des pays membres, et son voisin, le Bénin? Ben, écoutez, je crois que l'organisation en création n'a pas besoin de s'impliquer. Le Niger, lui tout seul, gère ce petit problème-là face à son voisin béninois. Pourquoi? Mais les problèmes persistent, les frontières sont toujours fermées. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a des caprices, parce que les conditions sont posées. C'est le Niger qui a maintenu ses frontières fermées après que le Bénin ait montré un degré de mauvaise foi et de complicité avec l'ennemi contre le pays Niger, voyez-vous. Et donc ça veut dire que c'est une question de souveraineté, mais surtout de sécurité du peuple nigérien. Dès l'instant où le peuple nigérien n'est pas, ou les autorités nigériennes ne sont pas rassurées de ce que le Bénin serait prêt à se montrer un bon voisin, donc susceptible de préserver les intérêts du peuple nigérien, il est en droit de fermer sa frontière. Et donc, en tout cas, ce qui est recommandable aujourd'hui, c'est que tous les pays d'Afrique comprennent que leurs intérêts ne peuvent jamais être préservés et amplifiés par le colon d'hier, et qu'ils ont tout intérêt à composer ensemble. Et là, je pense que la balle est réellement mise dans le camp du Bénin, qui s'est montré plutôt malhonnête et irresponsable en composant avec l'ennemi et en abritant justement les bases militaires, puisque moi je le dis sur la base de ce que ont affirmé les autorités nigérienne et qui n'a jamais été formellement démenti par le voisin. Voyez? Donc, c'est pour dire qu'en tout état de cause, c'est vrai, les pays de l'AES visent la prospérité, l'épanouissement, la création d'un nouveau modèle de société qui se rattache à nos valeurs identitaires, à nos réalités existentielles propres à l'Afrique. Et donc, à partir de ce moment-là, leur espace devient un modèle d'inspiration. Oui, mais au-delà de tout ceci, il faut une certaine fermeté vis-à-vis de tous ceux-là qui conspirent avec l'ennemi
d'hier et qui n'a jamais cessé de continuer à conspirer, à piquer, en tout cas à jouer un rôle catalytique pernicieux contre ces États-là. Donc je pense que ça c'est un épiphénomène. Les enjeux majeurs, c'est ce que les Nigériens viennent de faire, c'est-à-dire les assises nationales qui ont permis... Justement, comment ces assises nationales ont-elles pris en compte la question diplomatique, la politique étrangère du pays? Mais la politique étrangère, vous savez que les trois éléments, en tout cas les trois secteurs essentiels sur lesquels s'appuient les pays de l'AES et où ils mutualisent leurs efforts, c'est d'abord la diplomatie, ensuite le développement et puis la défense. Vous voyez? Donc ça veut dire que la diplomatie nigérienne ne va pas être foncièrement différente de celle du Niger, du Mali et du Burkina Faso. C'est une action dynamique d'ensemble qu'ils essayent de faire parce qu'ils constituent aujourd'hui une entité géopolitique et géostratégique avec laquelle il va falloir compter dans toutes les décisions internationales possibles. Et donc aujourd'hui, voyez-vous, le chemin qu'ils ont fait a permis qu'ils inspirent finalement respect. Voyez-vous, au départ, en 2021, lorsque Assimi Goïta était venu, puisque c'est le pionnier, était venu au pouvoir et avait commencé ces genres d'actes révolutionnaires consistant à dénoncer les accords, à demander aux forces extérieures de quitter le pays, etc., etc. Vous avez vu tous les débats que cela a suscité. Tout le monde était surpris parce que là, il s'agit là des habitudes séculaires qu'il était en train de défaire. Il fallait être audacieux. Il fallait vraiment être un homme de rêve pour pouvoir le faire. Après tout ceci, vous voyez, aujourd'hui, il y a une forme d'apaisement. Ces pays-là inspirent respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment il faut procéder pour s'imposer dans l'espace politique et géopolitique africain et international. Ils ont compris qu'il faut composer avec leur peuple et leur bouclier aujourd'hui, c'est d'abord les citoyens de l'AES. Ceux-ci étant mobilisés autour de leurs dirigeants, tous les choix politiques qu'ils opèrent reçoivent tout de suite l'adhésion du peuple. Voilà comment, de façon naturelle, aussi bien la diplomatie que les projets de développement et de défense, parce que sur le plan de la sécurité, vous avez vu la marge que ces pays-là ont réussi à se donner en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, qui était un phénomène quasi permanent dans toutes les contrées de ces pays-là. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins parce qu'il y a eu un engagement, parce qu'il y a eu un travail, parce qu'il y a eu une structuration de la pensée et de l'action de ces dirigeants. Et puis donc, les résultats sont là. On n'a même plus besoin d'efforts particuliers. Et sur le plan de la diplomatie, ils vont juste parler de la vision, des aspirations et des choix politiques que des pays de l'AES opèrent pour garantir l'épanouissement. Et pour revenir sur les tensions entre le Niger et le Bénin depuis la fermeture des frontières décidée par l'AES en réponse aux sanctions de la CEDEAO, le commerce entre les deux pays aurait chuté de plus de 60%, affectant les chaînes d'approvisionnement et les revenus des acteurs économiques des deux côtés. Mais à votre avis, quelle piste de solution devrait être envisagée dans Je pense que j'ai déjà donné la solution, c'est-à-dire qu'on requiert de la part du Bénin la bonne foi. Un voisin doit être le premier soutien. Et il doit être un homme qui promeut les valeurs humaines. Et vous n'êtes pas sans savoir que Cotonou a rappelé dernièrement son ambassadeur près le Niger qui justement a amplifié les débats sur les tensions existantes. C'est vrai, si on doit aller dans les détails, c'est vrai, c'est sur la base d'une déclaration de ce diplomate demandant pardon justement au peuple nigérien, etc. Au nom de son pays et de ses dirigeants qu'il a été rappelé. Je pense que l'acte en lui-même était maladroit puisque le diplomate, il ne peut que assumer, voyez-vous, les choix politiques opérés par son pays. Et donc, il ne peut qu'être un relais de la vision et en tout cas des décisions politiques de son pays. Et donc, si ce n'est pas le cas, s'il a fait, il a posé un acte isolé, je pense que le Bénin est en droit effectivement de le rappeler. Mais au-delà de ceci, ce que nous recherchons, c'est qu'on ait des dirigeants qui soient conscients de leurs responsabilités dans le processus de construction de nos nations, dans la construction de l'avenir de nos peuples, etc., etc. Et cela suppose qu'ils sont obligés de s'appuyer sur leur peuple comme étant la première richesse dont ils disposent. Et qu'ils comprennent que les règles du voisinage prohibent, si vous voulez, la trahison, la mesquinerie, la malhonnêteté, la fourberie,
qui malheureusement ont caractérisé l'attitude du Bénin vis-à-vis précisément du Niger, parce que cette crise-là est née lorsque Tiani est venu au pouvoir. Et donc, on considère que Mohamed Bazoum, qui était le dirigeant, malheureusement, qui semblait être un fréluquet donc pour les puissances occidentales, a été renversé. Beaucoup de pays ont été sollicités pour être complices du projet de déstabilisation du Niger. Et en cela, donc, le Bénin s'est montré malheureusement particulièrement zélé, en fermant de façon irréfléchie justement ses frontières, sous prétexte que la CEDEAO avait pris une décision de cette nature-là. Mais au-delà de ceci, le Bénin a tellement fait poser d'actes maladroits en ce qui concerne même l'oléoduc du pétrole nigérien, etc., etc. Et donc, en abritant, si vous voulez, les ennemis, les complices, les terroristes, etc., qui avaient le projet d'attaquer le Niger, ça c'est ce que les autorités nigériennes disent, c'est ce qu'ils ont documenté et c'est ce qu'ils ont montré à la face du monde, sans que cela n'ait été démenti justement par les autorités béninoises. Donc, à partir de cet instant-là, nous sommes à l'aise pour dire que le camp est que la balle est dans le camp des autorités béninoises qui doivent revenir à la raison et qui doivent montrer une certaine preuve de sincérité et qui respectent les règles de voisinage. Au-delà de ceci, voyez-vous, on se serait dit, mais écoutez, le Niger est un pays enclavé, loin de la mer et des ports, etc. Cette fermeture-là, elle subirait les conséquences les plus atroces. Mais quand vous regardez de près, celui qui suffoque aujourd'hui, ce n'est pas le Niger. Parce que les Nigériens ont sécrété l'énergie du désespoir pour faire face à cette adversité-là. Par contre, les opérateurs économiques béninois et l'État béninois lui-même qui devait recevoir des dividendes énormes liés donc à l'exploitation de l'oléoduc et d'autres choses est en train de suffoquer. L'économie béninoise qui était dynamique à un moment donné a fini par être démobilisée, déstructurée et déstabilisée aujourd'hui. Vous voyez, donc il ne faut pas se montrer malin, il faut vraiment montrer une certaine sincérité. Et c'est ce que nous voulons, parce que les dirigeants sont des modèles qui doivent inspirer le peuple. On ne peut diriger un peuple dans les meilleures conditions que par l'exemple. C'est-à-dire que vous devez incarner les valeurs que vous voulez infuser à un peuple. Si ce n'est pas le cas, mais ça ne peut pas marcher. Et toujours sur le plan économique, entre tensions régionales, difficulté d'accès au marché. Où en est l'AES avec le projet de création d'une banque d'investissement? Les dirigeants de l'AES nous ont habitués à une certaine forme de cohérence. Ce ne sont pas des gens qui mettent des pas de façon désordonnée. Puisqu'ils ne dépendent pas de quelqu'un. Et l'annonce a été faite il y a un moment. Voilà, puisque ce n'est pas quelqu'un qui leur impose les choix politiques qu'ils doivent opérer, ils ont bien fait le diagnostic de leurs besoins. Ils ont compris que dans un premier temps, il faut lutter contre le phénomène terroriste qui tendait même à détruire ou à carrément effacer, nettoyer leurs États. Dès l'instant où il y a l'existence des États et que le peuple est conscient qu'il doit pouvoir travailler pour créer la richesse nationale, on commence à mettre en place les structures permettant justement de fédérer les énergies. Vous voyez? Donc, ils ont créé le passeport AES, ils ont mis en place aujourd'hui leur emblème, qui est le drapeau, etc. Ça devient une entité. Maintenant, sur le plan du développement et de l'économie, vous avez vu qu'ils ont nationalisé des mines, etc., et faire en sorte à réorganiser la société dans le système de création de la richesse. La banque d'investissement sera la banque qui va donc servir d'instrument d'investissement dans tous les secteurs de développement de la CEDEAO. Donc après tous ces pas-là, je pense que tout naturellement, la prochaine étape, en tout cas pour ne pas anticiper sur les choix qu'ils opèrent, sera de tout bon sens la création effective, puisqu'ils ont déjà annoncé la mise en place effective de la banque d'investissement qui va se charger de tous les investissements dans les infrastructures, dans les projets de développement, dans l'agriculture, etc. etc. Mais pour l'heure, ces trois pays restent fortement dépendants des mécanismes de l'UEMOA. Tout cela, dépendant, tout comme l'UEMOA dépend aussi justement de ces pays de l'AES. Voyez-vous,
ces genres de structures qui ont été mises en place, ça c'est le mois dont vous me parlez, c'est la structure qui se charge donc du volet développement et économique. Oui, c'est vrai. Mais en tout état de cause, comme je le dis, une fois que ces pays-là mettent en place leur banque d'investissement, il faut s'attendre à ce qu'ils créent précisément leur monnaie. Mais à partir de ce moment-là, c'est qu'ils auront déjà assaini leurs finances et ils sont très sûrs de ne pas succomber, puisqu'il y a beaucoup d'États par le passé qui ont tenté de créer des monnaies et qui après tout ça, même le Mali avait sa monnaie propre. Mais après, à cause de la mauvaise gouvernance, à cause du manque de vision des dirigeants, elle a fini par collapser et à revenir justement dans le CFA. Ça, c'est du coq à l'âne que les pays de l'AES ne doivent plus faire aujourd'hui, en ce 21e siècle, vu toute la mobilisation qu'il y a autour des actions qu'ils mènent en Afrique, c'est qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Voilà pourquoi ils y vont lentement mais sûrement. Parce que depuis qu'ils posent des actes, aucun acte n'a été défait, aucun acte n'a été compromis. Ça veut dire qu'avant de le faire, on réfléchit bien, on assainit le terrain, on pose le diagnostic qu'il faut et donc on avance bien, de manière cohérente et déterminée. Le Kabaki, après un logo, un drapeau, quelle est la prochaine étape, la composition d'une hymne? Oui, mais pourquoi pas? Il faut l'hymne, il faut aussi, comme on l'a dit, la banque d'investissement, il faut la monnaie, parce qu'il faut assumer entièrement la souveraineté, voyez? Et tout cela, là, relève du bon sens. Parce que vous ne pouvez pas affirmer votre identité et réclamer respect, inspirer respect, si vous ne posez pas des actes qui montrent que vous vous appartenez effectivement et que vous êtes responsable vis-à-vis de votre peuple et que vous avez une vision, que vous posez des actes nobles qui exaltent, voyez-vous, les valeurs qui nous sont propres. Donc ça veut dire qu'en tout état de cause, les dirigeants là vont poser des actes qui vont nous émerveiller à chaque fois parce qu'ils ont fait le pari de l'épanouissement de leur peuple, de couper tout ce qui est de nature à compromettre le développement d'un pays et qui a expliqué que depuis plus de 60 ans, ou en tout cas depuis que le monde existe, nos pays d'Afrique, au-delà des 3 premiers millénaires, où nous avons été la référence du monde à travers une croissance, un développement très 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 reconnu, etc., nous avons basculé dans la servitude, dans une forme de dépendance puérile. Aujourd'hui, tous les pas qui sont en train de poser nous donnent l'espoir que véritablement dans les années qui suivent, personne ne parlera des pays de l'AES de façon indécente, arrogante et condescendance, comme ça est toujours le cas vis-à-vis de nos pays, simplement parce qu'on ne s'appartient pas, parce qu'on n'arrive pas à s'organiser, à se structurer et à créer une dynamique qui crée de l'espoir dans l'esprit des citoyens. Et c'est la fin de cette émission. Merci donc Luc Kabaki d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et écrivain, analyste politique, président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.